Evening News. Le pays d'Ogon se mobilise pour la sécurisation de la région. Pour ce faire, une rencontre a eu lieu ce dimanche à Bandiagara, à suivre. Aussi, dans ce journal, nous parlerons de la 3e session du comité de pilotage du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PDS qui s'est tenue ce mercredi au ministère de l'Économie. En Israël, un responsable ambitionne un accord pétrolier inédit avec les Émirats arabes unis. Les détails dans la page internationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition de Djoliba Evening News. Le sénateur français Jean-Yves Leconte a effectué ce mercredi 1er septembre une visite de courtoisie dans le cadre du partenariat entre l'Institut africain de technologie et de management, l'Université Paris 13 et l'ESO de France. Écoutons sa réaction au micro de Moussa Tembini. D'abord, je suis sénateur des Français de l'étranger. Donc, représentant les Français de l'étranger, il est logique, dès que j'en ai l'opportunité, de me déplacer pour rencontrer la communauté française et puis percevoir la situation. La situation au Mali emporte pour la communauté un certain nombre de questions sur les questions de difficultés sur les questions sociales, éventuellement des questions administratives, des questions d'école, des questions de sécurité. Et c'est important, quand on le peut, de se déplacer sur place pour pouvoir échanger directement avec les gens et ne pas traiter les choses que de Paris ou par visioconférence. Donc l'objectif de ces 3 jours à Bamako, c'est de faire un point sur la relation bilatérale et en même temps sur la situation de la communauté française et les choses qui doivent être corrigées en termes de moyens ou de politiques publiques que la France engage pour les Français qui vivent hors de France. Dans le cadre de nos échanges dans l'enseignement supérieur, de ne pas tout miser sur des départs d'étudiants en France juste après le bac et que des initiatives et des institutions comme l'ITMA qui permettent à des étudiants de ne pas couper les ponts et de ne pas faire une grande rupture après le bac alors que parfois ils ne sont pas tout à fait prêts à ça, c'est utile. Ça permet à des étudiants d'aller en France un peu plus tard lorsqu'ils se sont un peu solidifiés sur le plan des connaissances et des méthodes. Toujours dans le cadre de cette visite, le sénateur français Jean-Yves Leconte en a profité pour donner son point de vue sur la situation socio-politique de notre pays. Écoutons-le toujours au micro de Moussa Tembini. Ce qui est évident, c'est qu'il est absolument indispensable pour les Maliens de trouver une solution où des règles du jeu claires et précises sont accordées, sont discutées entre l'ensemble des acteurs politiques pour pouvoir aller de l'avant et faire face aux enjeux sociaux et sécuritaires du pays et économiques du pays. Voilà, la situation est tendue dans toute la sous-région pour des raisons sécuritaires, pour des raisons politiques. Et il est indispensable que la solution vienne des Maliens. Le blocus de la route nationale 15, principal axe qui traverse le pays d'Ogon, a fait l'objet d'une rencontre tenue ce dimanche dans la ville de Bandiagara. La sécurisation des populations de la zone, l'avenir des accords de paix locaux et la place des groupes d'autodéfense étaient également au menu de la rencontre. Aminata Chektal. Régulièrement attaquée par les groupes djihadistes, la route nationale 15, principal axe qui traverse le pays d'Ogon, a fait l'objet d'un blocus par les chasseurs de Dana Ambassagou pendant plusieurs jours. En bloquant pendant plusieurs jours ce axe routier, Dana Ambassagou entendait dénoncer les accords intercommunautaires signés dans plusieurs cercles du centre du Mali, notamment à Koro et à Bankas. Ce qui a amené même la rencontre, il y avait un blocus de la RN15 Bankas et Koro. La voie était barrée par Dana Ambassagou. Donc cette voie, pour barrer cette voie aussi, ça aussi c'était Dana Ambassagou, c'était pour se faire entendre au plus haut niveau de l'État, par le président de la République, par le président et par le premier ministre. C'est pour se faire entendre, pour faire voir à l'opinion nationale et internationale ce que les habitants des quartiers vivent. Donc c'était la raison de la rencontre.
Les autorités locales des 4 principales zones, à savoir Douanza, Koro, Bankas et Badjangara, les représentants des populations des différentes localités et ceux de Dana Ambassagou, selon le porte-parole, ont eu un échange et sont parvenus à un accord unanime. Des situations, selon eux, remettant en doute l'unicité de l'État ont également été évoquées lors de la rencontre. Les 4 cercles, c'est comme nous opposait, c'est comme nous divisait, c'est comme nous unissait. Et dans ce qui nous séparait, quelle était la solution pour qu'on soit ensemble? À la suite de tout cela, il en ressort que le mouvement, en accord avec le gouverneur de Badjangara, celui de Mopti et d'autres représentants locaux venant de différentes localités, notamment Son et Djéné, ira à la rencontre des plus hautes autorités de l'État afin de parvenir à un commun accord. Un accord qui permettra au peuple des 4 cercles d'être en sécurité et d'aller vers une réconciliation globale et définitive sans distinction aucune. L'arrestation de l'ancien Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et de l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances Boiré Fili Sissoko crée la discorde au sein de la magistrature. La MPP et la REFSIMA se disent inquiets de voir l'institution judiciaire donner l'allure d'un organe instrumentalisé. Récit Aminata Chektal et Abdoulaye Koniba Konaté. Entre les magistrats, la divergence règne de plus en plus sur l'arrestation des personnalités arrêtées dans l'affaire dite l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Après la mise aux arrêts de l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances Mme Boiré Fili Sissoko, l'Association malienne des procureurs et poursuivants AMPP et la référence syndicale des magistrats REFSIMA se sont prononcés dans un communiqué en déclarant, je cite, « C'est désolant et inquiétant de voir les premiers responsables de la Cour suprême donner à l'institution judiciaire l'allure d'un organe instrumentalisé pour fausser les règles du jeu de la démocratie. » Fin de citation. Plus loin, l'AMPP et la REFSIMA regrettent, je cite, une autosaisine de la Cour suprême sans base légale d'affaires relevant de par la Constitution et la loi en vigueur de la connaissance exclusive de la Haute Cour de justice. Fin de citation. Cependant, le syndicat autonome de la magistrature SAM et le syndicat libre de la magistrature SILIMA ne sont pas du même avis que le procureur et les poursuivants. Pour preuve, le SAM et le SILIMA ont signé un communiqué conjoint selon lequel ils déclarent, je cite, « certaines réactions et commentaires particulièrement sévères contre la Cour suprême depuis l'inculpation régulière suivie de l'incarcération justifiée de 2 anciens membres du gouvernement. » Abordant dans le même sens, les 2 syndicats condamnent fermement, je cite, « ces attaques multiformes et gratuites contre l'institution judiciaire pour dénoncer une justice instrumentalisée. » Fin de citation. Par ailleurs, dans le même document, les syndicalistes s'attaquent à un avocat de l'un des accusés en ces termes, je cite, « plus causé qu'un magistrat avocat général au parquet général de la plus haute juridiction se donne maladroitement et publiquement en spectacle, alors que même le peuple meurtri en a plus qu'assez de l'impunité de ses artisans dans un pays mis à genoux par une élite en manque total de repères moraux. » Fin de citation. En outre, les débats entre les juristes sur cette affaire continuent d'alimenter les discussions. En attendant, l'ex-premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et l'ancienne ministre de l'Économie et des Finances Mme Boiré Fili Sissoko sont en détention à la maison centrale d'arrêt de Bamako et à la prison centrale de Bolé avant leur jugement. Ce mercredi, à l'Agence de l'environnement et du développement durable, s'est tenu un atelier qui avait pour objectif de valider le rapport provisoire sur l'évaluation environnementale et sociale du secteur minier. Oumou Makalou et Bakoroba Nyare pour le compte-rendu. La validation du rapport provisoire de l'évaluation environnementale et stratégique du secteur minier, tel était le but de cette rencontre. Une étude mise en œuvre par le projet de gouvernance du secteur des mines vise à analyser de façon systématique les risques environnementaux et sociaux associés à toutes les initiatives du secteur minier sur le plan national. On est là dans le cadre de la validation du document d'évaluation environnementale et sociale stratégique du secteur minier, élaboré dans le cadre du projet de gouvernance du secteur au Mali. Le projet vise à créer des conditions nécessaires pour la diversité du secteur minier. Le projet, c'est déjà ce qu'il faut dire que c'est le projet de gouvernance du secteur de mines.
donc qui va contribuer à faire en sorte que le secteur déjà soit beaucoup plus attractif, créer les conditions pour que le secteur minier soit beaucoup plus diversifié, faire en sorte qu'il y ait beaucoup plus de production aurifère notamment. Et cela va forcément entraîner l'ouverture d'autres mines. Donc ça veut dire qu'il y aura d'autres impacts en fait. La mission est également de veiller à l'harmonisation du secteur avec le développement durable et à réparer les dégâts causés par l'exploitation minière. Nous allons sensibiliser d'abord les acteurs concernés par le secteur minier. Comment faire que le secteur minier puisse s'harmoniser avec le développement durable et faire en sorte que les dégâts que l'exploitation minière peut causer à l'environnement puissent aussi être réparés par les moyens, les normes et les standards internationaux qu'il faut. Notons que le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement du Développement durable, à travers l'Agence de l'Environnement et du Développement durable, a pour mission de veiller à la prise en charge de la dimension environnementale, a précisé le directeur général de l'Agence de l'Environnement et du Développement durable. La troisième session du comité de pilotage du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services PEDRIAS s'est tenue ce mercredi au ministère de l'Économie. Une session qui permettra au projet d'intégrer dans son budget annuel un financement acquis récemment par le gouvernement. Aruna Salia Kone pour le compte-rendu. Les PEDRIAS, projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services, est une initiative d'appui pour la décentralisation budgétaire, mise en place en 2019 par le gouvernement du Mali, avec l'accompagnement des partenaires. Ce projet de 5 ans est déjà à sa deuxième année d'exécution. Elle est financée à hauteur de 94 millions de dollars, soit plus de 52 milliards de francs CFA. Un réel coup de pouce pour 102 collectivités territoriales. Le projet, dans sa première année, a eu un taux d'exécution de plus de 50,34%, soit près de 4 milliards 200 millions de francs CFA. Et il faut retenir aussi que le PEDRIAS est un projet de transfert financier à l'endroit de 102 collectivités territoriales du pays. Et il s'agit, comme objectif de développement, de renforcer les ressources financières mises à la disposition des collectivités territoriales afin qu'elles puissent améliorer les services sociaux de base, et notamment l'éducation et la santé. Cette troisième session de pilotage du projet permettra d'intégrer un financement supplémentaire acquis par le gouvernement auprès d'un bailleur. Le gouvernement a signé un accord de financement additionnel avec la coopération suisse et la coopération des Pays-Bas. Donc il fallait ajouter ces financements-là. Ce financement s'élève à 31,7 millions de dollars. Il fallait l'ajouter au budget annuel 2021. Donc c'est ce qui est proposé à l'adoption des membres du comité de pilotage tout à l'heure. Le ministère de l'Économie promet de nouveaux décaissements aux collectivités territoriales dans les prochains jours. L'évaluation des performances des communes permettra de décaisser durant le prochain semestre un montant de 2,705 milliards de francs CFA au bénéfice des communes qualifiées, et la vérification des IZDS va déclencher les transferts de 3,551 milliards de francs CFA en appui budgétaire à l'État malien. Les 102 communes bénéficiaires du projet constituent 45% de la population malienne. Ce projet contribuera à l'amélioration des efforts des collectivités territoriales dans les domaines de la santé et de l'éducation. La coordination de la plateforme des fêtières et associations des commerçants détaillants a tenu ce mercredi 1er septembre 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie une assemblée d'information sur le réaménagement des marchés initiés par la Direction nationale du cadastre. Écoutons le coordinateur de cette plateforme au micro de Moussa Tembine. Ce qu'on peut obtenir par la négociation, il ne sera à rien de cesser le travail pour ça. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous pensons, nous croyons aux forces du dialogue et de la concertation. Et nous faisons confiance à nos autorités aujourd'hui, que nous accompagnons d'ailleurs. Nous sommes clairs là-dessus. Nous ne sommes pas contre les autorités actuelles qui font de leur mieux pour sortir, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle se trouve le pays. Mais nous disons que nous avons un rôle à jouer et nous tenons à ce qu'on le joue en tant qu'acteurs. C'est ça que nous recherchons, pas autre chose. Nous ne voulons aucune violence, mais nous cherchons à être compris. Si nous sommes compris, à fora bana, comme disent les Bambara.
La fontaine de Dubaï est l'image du jour. Donc, la fontaine de Dubaï est un ensemble de fontaines situées sur le lac artificiel du Burj Khalifa, au centre-ville de Dubaï, aux Émirats arabes unis. Elle est illuminée par 6600 lumières et 25 projecteurs de couleurs et mesure 275 mètres de longueur. Chorégraphiée et accompagnée de la musique classique, de la musique arabe contemporaine et des musiques du monde, la fontaine de Dubaï peut projeter l'eau jusqu'à une hauteur de 275 mètres. La construction de cet ensemble a coûté près de 218 millions de dollars et a été officiellement inaugurée le 8 mai 2009 avec la Dubai Mall. Cette fontaine est particulièrement célèbre à Dubaï pour deux raisons. C'est tout simplement la plus grande fontaine au monde. Le bassin de la fontaine, appelé lac artificiel de Burj Khalifa, a une superficie de plus de 11 hectares. La fontaine utilise plus de 1000 modèles différents de jets d'eau. Elle est capable de projeter plus de 80 000 litres d'eau dans les airs. Chaque jour, il est possible d'assister au spectacle de la fontaine de Dubaï et c'est gratuit. Conçue par Wet Design, une société américaine, la fontaine de Dubaï figure dans le top 10 des lieux touristiques de Dubaï. Et maintenant, suivons l'actualité internationale avec Franta Diarra. Lors d'une conférence de presse conjointe à Doha, la ministre néerlandaise des Affaires étrangères annonce que la mission diplomatique des Pays-Bas à Kaboul sera transférée au Qatar, tandis que le chef de la diplomatie qatari, Mohamed Ben Abdelrahman Al Thani, affirme l'engagement de son pays à maintenir les canaux de communication ouverts avec les talibans, soulignant l'importance d'assurer un passage sûr des personnes souhaitant quitter l'Afghanistan. J'ai demandé à son Excellence de bien vouloir accepter la relocalisation à Doha de notre ambassade afin que les Pays-Bas restent efficaces dans leur gestion de la crise afghane. Nous avons étudié avec le Qatar les moyens de garantir le départ en toute sécurité et en bon ordre. Dans notre cas, des ressortissants néerlandais, des personnes qui se trouvent sur place, mais aussi des ressortissants afghans à qui nous aimerions offrir une base d'attache aux Pays-Bas ou dans d'autres pays d'Europe. Nous poursuivons notre dialogue avec les talibans sur une base permanente, à condition qu'il y ait une rationalisation de leur politique et de leur discours à l'égard des femmes, et que celles-ci soient traitées conformément aux droits qui leur sont confiés. Sur un ton déterminé, Joe Biden défend sa décision de mettre fin à la guerre américaine en Afghanistan, malgré les vives critiques autour des opérations d'évacuation, chaotiques et endeuillées par un lourd attentat. Je suis convaincu que c'est la bonne décision, une sage décision et la meilleure décision pour l'Amérique, déclare le président américain lors d'un discours solennel depuis la Maison-Blanche. Chers concitoyens américains, la guerre en Afghanistan est maintenant terminée. Je suis le 4e président qui a été confronté à la question de savoir s'il fallait mettre fin à cette guerre et quand. Lorsque je me suis présenté à la présidence, j'ai pris l'engagement devant le peuple américain de mettre fin à cette guerre. Et aujourd'hui, j'ai honoré cet engagement. Il était temps d'être à nouveau honnête avec le peuple américain. Je suis convaincu que c'était la bonne décision, une décision sage et la meilleure décision pour l'Amérique. À l'État islamique, nous n'avons pas fini avec vous. En tant que commandant en chef, je crois fermement que la meilleure voie pour protéger notre sécurité passe par une stratégie dure, impitoyable, ciblée et précise qui traque la terreur là où elle se trouve aujourd'hui, pas où elle était il y a 2 décennies. C'est ce qui est dans notre intérêt national. En ce qui concerne la politique étrangère qui a guidé notre nation au cours des 2 dernières décennies, nous devons apprendre de nos erreurs. Pour moi, il y en a 2 qui sont primordiales. Premièrement, nous devons définir des missions avec des objectifs clairs et réalisables et non des objectifs que nous n'atteindrons jamais. Et deuxièmement, nous devons rester clairement concentrés sur l'intérêt fondamental de la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique. La normalisation des relations diplomatiques il y a 1 an entre Israël et les Émirats arabes unis a ouvert la voie à des accords au potentiel énorme, estime le chef de la mission israélienne à Dubaï, qui espère à terme
le transit par son pays du pétrole émirati. Je suis prudent, je pense que nous pourrions doubler le volume des échanges en un an, si le Covid disparaît, car le potentiel est absolument énorme pour les deux parties. Le ministère de l'Environnement a gelé le projet. Ils ont donc lancé un projet pour que des professionnels examinent l'oléoduc et vérifient ce qui est nécessaire pour le rendre infaillible. Et j'espère qu'il pourra enfin être réouvert, car c'est une bonne affaire pour les Émirats et l'État Israël. Nous n'avons pas d'accord pour la reconnaître, mais c'est l'un des défis que j'aime bien, parce qu'elle est née ici à Dubaï, dans un hôpital de Dubaï. Soignée par un médecin musulman, c'est la paix réelle qui se produit, pas seulement la signature d'accords. This is the real, peace happening. Une caravane de migrants à Mapastepec, dans le sud du Mexique, se dirige vers le nord après avoir quitté la frontière avec le Guatemala. Il n'y a pas de travail à Tapachula, ville mexicaine frontalière avec le Guatemala. Les gens ne peuvent pas vivre. Imaginez les gens en train de dormir dans la rue. L'objectif, c'est qu'on arrive tous. L'union fait la force. C'est tout pour ce Joliba Evening News. Aimables téléspectateurs, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme en notre compagnie. Joliba Evening News.